Salut, c'est Raph et bienvenue sur Rupture Co, le podcast où j'interviewe des gens qui, eux, ont enfin décidé de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront plus grands. Bonne écoute. Je pense que quand t'es artiste aussi, parce que t'as un énorme besoin de reconnaissance. Oui. Tu vois, je pense qu'il y a t'as une espèce de carence à soigner, je pense, quelque part. Besoin d'attention un petit peu ouais, aussi. Je pense, ouais. Ouais, ça on est assez d'accord. Bon, au moins c'est bien de reconnaître. Bah ouais. Puis après, tu sais, genre, il faut assumer un peu. Moi, si je dis, je suis pété du casque, mais en même temps, oui et non, tu vois ce que je veux dire, je pense qu'on l'est tous un peu. Ouais. Mais et je pense que c'est important de l'assumer, tu vois, en mode, tu sais, il y a plein de trucs qui vont bien et tout, mais je pense que c'est un peu important d'assumer un peu ses démons et de se dire, ok, là, c'est pas ouf et c'est ok. C'est genre en mode. Et ce qui est bien, c'est qu'on vit une époque où la langue se libère aussi un petit peu là-dessus et on peut se permettre de dire, bon, bah, je suis pété du casque et c'est ok, et c'est pas normal. Bah ouais. Mais sans, tu sais, vouloir se dire en mode, bon, je vais rester dans ma merde, etc. Et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre en mode se dire, ok, bon, ça c'est mes points faibles. Là, ok, là j'ai du mal là-dessus. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour régler ça? Qui je vais aller voir? Oui, ouais. Donc tu vois, je vais voir le psychiatre, je vais voir le psy, je vais voir tout ça, genre en mode... Et on te crache pas dessus si tu vois un psychiatre, quoi. Exactement, c'est ça fait toute la différence. Exactement, voilà quoi. On pourra retirer tout ce que tu veux, donc tu peux dire des énormes dingueries, genre... C'est ce que je vais dire. Moi j'adore Bardella. Non, peut-être aller voter dimanche. Ouais. Dans tous les cas, exerce ton pouvoir républicain, c'est nécessaire. Ouais. Bon bah écoute Charlie, je suis très content de recevoir aujourd'hui. Ouais. Déjà, comment tu vas? Écoute, ça va pas. Ça va pas? Si, ça va. Parlons-en, on est là pour ça. Ça va très très bien. Ouais. Ouais, franchement, je vais juste te dire ça va très très bien. Enfin, tu sais, un peu en mode... ça dépend de la journée, tu vois. Mais en tout cas, là... À l'instant T. Là, à l'instant T, ça va. Ok. Ouais. T'as pas encore pris de bâche aujourd'hui, ça va, on part frais. Non, exactement, il fait beau, je suis bien, je vais voir des gens que j'aime aujourd'hui, voilà. En fait, moi, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que on parle souvent de rupture dans ce podcast, rupture professionnelle en général, rupture de mode de vie, de passion, de ce que tu veux. En ce qui te concerne, il y a plein de ruptures. Ah ouais. Il y a la rupture pro déjà, évidemment. Il y a la rupture géographique, rupture de genre, rupture d'identité. Plein de ruptures. Donc on va parler de plein de ruptures aujourd'hui, c'est super. Déjà, j'aimerais te demander, Charlie, quand on te demande aujourd'hui ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Je dis que je suis troubadour professionnel. Ok. Voilà, je trouve ça un peu fun. Je te ferme aucune porte, quoi. C'est vraiment, je fais... Ouais, vraiment. Artistique. Ouais, je sais pas, en fait, je sais pas, je trouve ça plus drôle de dire je suis chanteur. Et après, j'explique. T'as un parcours hyper intéressant, donc tu viens de Nantes originellement. T'as toujours vécu à Nantes? J'ai pas toujours vécu à Nantes, mais je suis arrivé à Nantes j'avais 3 ans, quoi. Oui, d'accord. Donc, bon, oui, on va dire donc, Nantais de cœur, presque 200, quoi. Exactement. Ouais. T'es arrivé à Paris, donc comme tu disais, en 2024. Ouais. Est-ce que t'as décidé à un moment de ta vie, donc je crois autour de 2019, que t'en avais un peu marre de tout, et t'as voulu faire rupture avec tout ce que tu vivais à cette époque-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'était à l'époque et le processus? Ouais, alors en 2019, je sais plus ce que je faisais en 2019. Je crois qu'en 2019, ça a été ma première mission d'intérim, je pense. Ok. Bon, je suis pas trop au niveau des dates, mais j'ai déjà fait une première rupture avec l'école où je suis pas allé jusqu'à mon bac. En fait, j'ai fait 2 lycées, 2 BEP, un CAP en candidat libre et tout. Et en fait, à 18 ans, j'en avais marre vraiment. Et j'ai dit à mes parents, bon, il faut que j'aille travailler, il faut que je paye ma voiture, mon permis. Faut que je vois autre chose là, je sature. Le système scolaire n'étant tellement pas adapté à tout le monde et donc pas à moi là. Ouais. C'était compliqué. Et mes parents, du coup, m'ont fait des mots d'absence pour que j'aille travailler. Donc, ils faisaient des mots d'absence à mon lycée. Ok. Charlie ne pourra pas venir à l'école aujourd'hui. Et en fait, moi, j'étais en mise en rayon à Carrefour. Mais attends, pourquoi ça venait d'où ça? Parce que en vrai, ils étaient là en mode. Enfin, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents. Ils nous ont toujours fait confiance, mes sœurs et moi. Et ils nous ont toujours dit bon, en fait, vous faites ce que vous voulez, mais genre donnez-vous les moyens, quoi. Okay. Et donc ils nous ont toujours soutenus. Donc quand je leur ai dit voilà, moi je veux arrêter, etc. Ils m'ont pas dit non, mais passe le bac. Enfin, ils m'ont dit en fait, fais ce que tu veux. De toute façon, c'est ta vie, donc si tu regrettes plus tard, ça sera ton problème. Mais nous, on va pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Donc, puis en plus, c'était pas genre j'ai arrêté l'école pour rien faire, quoi. C'était vraiment, j'avais bien un projet et tout de me dire, ok, je vais peut-être faire une pause, je vais faire, voilà, et puis j'allais travailler. Et donc, je suis chez mon premier travail, c'était en mise en rayon à Carrefour.
J'étais chef de rayon et je faisais du coup du remplissage, je passais les commandes, enfin bref. D'accord. Et voilà, et j'ai payé ma voiture et mon permis avec ça. Et après, j'ai quitté et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je suis rentré du coup en intérim. Et je pensais que ça allait vraiment durer quelques mois, quoi. Et ça a duré 8 ans. Ça a duré 8 ans. Bordel. Voilà. Parce que du coup, si je dis pas de bêtises, t'étais opérateur de production, en tout cas sur la fin, Ouais, avant d'en avoir marre. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'en as vraiment eu marre? Tu dis que ça a duré 8 ans au lieu de quelques mois. Comment ça se fait? Bah, en fait, le truc, c'est que je suis rentré en intérim parce que c'était un peu la solution au début, un peu de facilité pour avoir bah, du coup une rémunération, etc. Moi, je voulais prendre mon indépendance assez vite. Donc, c'est pareil, à 18 ans, je suis parti de chez mes parents, j'ai pris mon premier appart. J'ai toujours été quelqu'un d'assez autonome. Quand j'étais au lycée, j'ai demandé à partir en internat et tout. Enfin, je voulais vraiment très, très vite prendre mon indépendance. Ouais. Et du coup, pouvoir avoir un travail avec, en tout cas assez facilement, comme ça, facile d'accès, ça me permettait voilà, de prendre mon indépendance. Et puis après, entre-temps, moi j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours voulu vivre de ça, etc. Bon, j'avais aucun contact dans ma famille, personne faisait de la musique, je savais pas où aller. Enfin, et donc je me suis dit, bon, un jour peut-être je vivrai ma musique, donc je vais continuer là-dessus et puis on verra. Et j'ai gagné un tremplin musical d'Action Logement, voilà, exactement. Oui, c'est mon sujet. C'est bien, merci. Et du coup, j'ai gagné ce tremplin alors que j'avais oublié que j'avais participé. Le parrain de ce tremplin, c'était Gaëtan Roussel. Ouais. Et il a énormément kiffé mon projet. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai l'opportunité peut-être de pouvoir en vivre. Mhm. Et donc là, en fait, le mindset, il a un peu changé dans ma tête. Genre, moi, je me suis dit, OK, bon, là, je vais continuer à faire de l'intérim. Mais parce que ça me laisse la possibilité de bosser mon projet artistique à côté, parce que je peux prendre des missions par-ci, par-là. Enfin, il n'y avait rien qui me retenait, en fait, là. Et ça me permettait d'être vraiment très, très libre dans ma tête pour bosser ma musique. D'accord. Et voilà, et c'est pour ça que ça a duré 8 ans, parce qu'en fait, finalement, les années passent et en fait, tu te rends pas compte, parce que ça passe hyper vite, que entre temps, bah, en fait, niveau artistique, bah, ça a évolué pas mal aussi. Donc en fait, j'ai pas eu la sensation de faire 8 ans en mode 8 ans plein, quoi. Ouais, Tu vois. bien sûr. Il y avait plein de trucs Il y qui a se une forme de jouaient à liberté quand même côté. autour de ça, quoi. Exactement, tu vois. Ok. Parce que la façon dont on le perçoit quand on lit un petit peu des interviews sur Internet, c'est vraiment j'étais à la chaîne, à l'usine, c'était compliqué, puis craquage mental, enfin voilà, c'est un peu Ouais. ce que ça donnait quand même. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a forcément un moment donné où, bah, en fait, ça reste hyper compliqué et tout. Là, j'en parle avec pas mal de détachement, pardon, maintenant, Mhm. mais parce que j'ai quitté l'usine. Et genre, aujourd'hui, je suis en mode, ah, si ça sera à faire, je le referai, parce qu'en réalité, enfin, je suis hyper content d'être passé par là, etc. Ouais. Mais j'avais pas le même discours quand j'étais dedans, en Bien fait. sûr. Tu fais les 5-8, enfin, les 4-8, les 5-8, j'en ai inventé, Les 3-8. les 5-8, voilà. Il y avait les 4-8, les 3-8, les 2-8, enfin c'est hyper fatigant, tu fais 45 heures semaine, enfin c'est hyper dur. Tu fais un travail physique, un travail qui te plaît pas, Mhm. genre qui me procurait pour le coup aucune dopamine. Ouais. Enfin c'était hyper compliqué. Et il y a un moment donné, effectivement, j'étais en mode bon, il va falloir que je quitte l'usine. Il s'est avéré que du coup, j'ai pu le faire parce que je me suis dit, ok, maintenant je pars à Paris. J'ai commencé à me créer une équipe professionnelle qui faisait que je sentais que c'était le moment D'accord. de bascule. Mhm. Et je pense que ça arrive au bon moment, ouais. Et pour venir un peu sur les études, tu disais aussi dans une interview que tu avais été atteint d'une maladie pendant ton adolescence, Ouais, qui t'avait contraint à arrêter les cours pendant 1 an, je crois. ouais, c'est Est-ce ça. que ça a joué sur le fait que tu voulais pas les poursuivre après le lycée, après le bac, etc. Ou alors rien à voir? Bah, je pense un peu de tout, déjà parce que le système scolaire était vraiment pas adapté pour moi. Genre, je convenais pas du tout au système scolaire, c'était très compliqué. J'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas le meilleur et voilà, c'était très, très difficile pour moi. Moi, mes deux sœurs sont très, très douées à l'école. Enfin, je suis complètement à côté d'elles, quoi. J'ai rien en commun, quoi, là-dessus. Grande sœur, petite sœur? Grande sœur et petite sœur. D'accord. Et c'est les mêmes, quoi. Elles ont 10 ans de différence, mais Ah ouais. franchement, c'est les mêmes surtout. Et il y a moi à côté, je sais pas ce que je fous là. Genre vraiment, et du coup, je suis arrivé, moi, derrière ma grande sœur à l'école. Et donc, je suis tombé beaucoup sur des profs que ma sœur a eu. Mhm. Ce qui fait que c'était très compliqué pour moi, vu que du coup, ils me comparaient beaucoup à elle. Ouais. Et donc, j'étais trop rebelle, pas assez sportif, trop à l'ouest. Ta grande sœur avait à combien de différence avec toi? J'ai 5 ans.
Ah, t'es pile au milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Ah et ouais. 5 ans, enfin 4 ans et demi, 5 ans et 5 ans en fait, Ouais, d'accord. avec ma petite sœur et ma Putain, grande les sœur, profs quoi. te comparaissaient alors que t'avais 5 ans, elle arrivait 5 ans avant toi, quoi. Ouais, Quelle bande de bâtards. exactement, exactement. Et donc en fait, ouais, ça a été très compliqué là-dessus parce que du coup, en fait, je m'en prenais plein la gueule et tout. Mes parents, ils se faisaient convoquer. Mes parents, ils me défendaient. Ils étaient en mode, mais en fait, il y a un moment donné, lâchez-lui la grappe, quoi, Mhm. vraiment. Et puis voilà, quoi. Donc, tout, ils me disaient, ouais, j'étais vraiment qu'une merde, que je ferais jamais rien de ma vie. Enfin, ça a été très, très compliqué là-dessus. Mhm. Et après, moi, je suis rentré du coup au lycée en vente animalerie parce que je voulais être soigneur animalier de base. Mhm. Et après, voilà, je suis tombé malade et donc j'ai été un peu semi-déscolarisé pendant 1 an parce que j'étais alité. Enfin, c'était très compliqué. Et après, j'ai voulu reprendre des études parce que je me dis, je veux quand même le bac. Et donc, je me dis, bon, quitte à reprendre des études, je vais reprendre des études dans une autre filière. Mhm. Sauf qu'en fait, je suis arrivé en études, j'avais 18 ans et les meufs, elles avaient 16 ans. Moi, ça faisait déjà très très longtemps finalement que ça commence à faire Ouais. le lycée. Ouais, ouais. Et je commençais vraiment à avoir ras-le-bol. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je décroche quoi. Je peux plus. Donc en fait, t'as jamais vraiment cru en un monde où tu poursuivrais des études assez longues. Enfin, c'est pas un système dans lequel tu croyais, quoi. Non, mais je pense que même dès le départ, je crois pas avoir déjà eu envie de faire de longues études. Déjà parce qu'en fait, j'étais déjà dans ma tête voué à vouloir faire un truc artistique qui me demandait pas forcément de longues études. En fait, je savais pas trop quoi faire. Je m'étais en fait, même si je voulais faire des études, je ferais quoi? Enfin, tu vois, genre, j'étais en mode, il y a rien qui me tente en fait. Moi, je veux juste chanter quoi, et écrire Ah, des déjà, chansons déjà à quoi. l'époque, t'étais convaincu que c'est la voie que tu voulais prendre. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, moi, depuis, j'ai retrouvé des cassettes de moi quand j'étais gosse. À 2 ans, je chantais déjà Une souris verte. Mhm. Euh, mais c'était hyper juste et tout. Ah oui. Genre, j'avais 2 ans, ouais, j'étais un peu en mode slay, un peu. Replay. Pas du tout. Et ça m'a quand même surpris, donc t'as appris la guitare en autodidacte en 3 mois, Ouais. mais sur le tard. Enfin, sur le tard. Entre Ouais. guillemets, tu vois, mais t'as pas appris ça quand t'étais au collège ou en primaire. C'est vraiment là, ces dernières années. Ouais, j'ai appris ça quand j'étais au lycée. Pareil, en fait, tu vois, ça allait pas très bien dans ma vie et tout. J'étais un peu en mode, bon, vas-y, faut que j'écrive des chansons, etc. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je m'accompagne. Et donc, mes parents m'ont acheté une guitare. Mhm. Et j'ai appris en 3 mois, ouais. Guitare Et- sèche, et classique, ouais, ouais. ouais, guitare, une petite folk, Ouais. vraiment qualité un peu naze. Tu vois, genre 80 balles la guitare. Elle fait, Genre, elle fait du bruit, quoi. Donc ouais, on c'est était même très pas très du bien. bois, quoi, tu vois, genre. C'est du polyester. Vraiment, c'est un son merdique, mais genre, ça a été trop bien parce que bah, voilà, j'ai appris tout seul. Et la première chanson que j'ai chantée, ça a été la mienne. Et du coup, aujourd'hui, quand tu te produis, tu fais guitare et voix ou alors la guitare est enregistrée et juste tu chantes par-dessus? Non, bah du coup, quand je produis mes chansons, déjà, il y a très peu de guitare. Ok. Moi, c'est un instrument que j'aime bien, mais en même temps, j'essaye un peu de le laisser de côté. Enfin, je pense qu'on m'a beaucoup aussi catégorisé au début de mon projet en mode Charlie, guitare-voix, etc. Mhm. Et je crois que ça m'a un peu dégoûté. Tu sais, genre un peu en mode... j'étais en mode non, mais en fait, c'est Je fais pas pas que ça. ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai un peu laissé ça de côté. Donc, moi, je le fais pour m'accompagner chez moi, pour quand même pour continuer à créer des chansons, etc. Ouais. Mais après, quand je produis mes musiques, j'essaie de pas mettre trop de guitare. Mais je commence petit à petit, finalement, à retrouver un peu le goût de mettre de la guitare dans mes sons, etc. quoi. Ah putain, ça me fait penser à un truc. Oh là là. Alors, je vais me lancer dans un truc que j'ai entendu il y a quelques semaines. Tu connais Un bon moment de Ken Kojandi? Oui. Ouais. Et ben, il a accueilli chez lui, je crois que c'est une émission récente. Je crois que c'est un chanteur. Vraiment, c'est de à peu près global. Et en gros, il demandait à ce mec-là, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ok. Et le type répond, bah, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est un autre gars. Je crois que c'est Mathieu Chédid Ok. qui lui a dit, tu vois, quand tu fais un premier album, ça met un point dans l'espace. Quand on fait un deuxième, ça fait une droite qui relie les deux. Et là, tu as une direction artistique. Quand on fait un troisième, ça fait un triangle et ça fait une zone. Et malheureusement, les gens vont te tout faire pour t'empêcher d'en sortir. Donc en fait, effectivement, si tu persévères, enfin, ce qu'il disait, c'est que Ouais. si tu persévères trop dans une voie à faire la même chose, tu pourras plus en sortir après. Ouais. Et donc c'est pour ça que lui, en l'occurrence, je crois que c'est Mathieu Chédid, en fait, il fait tout et n'importe quoi. Il fait jamais d'album pareil pour en fait qu'on lui foute la paix et que les gens soient pas choqués si demain, tu vois, il part un petit peu des sentiers battus. C'est hyper intéressant. Voilà. Et J'ai c'est vrai, tenté. mais c'est vrai, mais parce Ouais. que je pense en fait, on a besoin un peu de mettre des gens dans des cases et en fait, ouais, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, quoi. Mhm. Et donc, dire, ok, cette personne-là, en fait, Ouais. elle fait ça. C'est ça, exactement. Et est-ce que pour l'instant, tu as l'impression que tu diversifies assez tes projets, ton style de... Enfin, est-ce que tu as l'envie ou pas forcément? Est-ce que la musique que tu fais aujourd'hui, c'est la musique que tu aimerais faire? Ouais, franchement, ouais. Après, il y a toujours des choses à améliorer. Moi, je suis très content du premier EP que j'ai sorti, Mhm. qui s'appelle 1400 jours, qui est dispo sur toutes les plateformes. Et du coup, je suis très très content de cet EP.
c'est un sujet qui me touche beaucoup. Enfin, c'est un EP qui me touche beaucoup parce que j'aborde des sujets que j'ai toujours voulu aborder et un peu pour, euh, pour vraiment un peu fermer une porte sur ce que j'ai vécu, Ouais. un peu sur toutes mes transitions, du coup, sur ma transition de genre, etc. Surtout sur ma transition de genre où j'avais besoin un peu de mettre un point final à ça et de pouvoir vraiment en parler, parce que je voulais vraiment écrire des chansons que j'aurais voulu entendre quand j'étais plus jeune et que j'avais pas. Et voilà, après, sur les prochaines chansons que j'écris maintenant, je tends à plus m'ouvrir sur des sujets voilà, plus universels, etc. En me servant un peu, en me disant, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché sur cette EP, Ok. comment je peux améliorer ça, comment je peux voilà, m'améliorer sans partir à l'autre bout et de rester fidèle à ce que j'aime faire. Mhm. Ce qui est un peu compliqué aussi, je trouve, de devoir rester un peu fidèle à ce que t'aimes sans être un peu vampirisé, entre guillemets, par ce qu'on attend de toi, Bien sûr. de ce qui marche, de ce qu'il faut que tu fasses pour que ça marche, etc. Mhm. Et en gardant vraiment ton identité propre, etc. C'est assez compliqué. Et par rapport à ça, est-ce que, alors je m'y connais pas trop, mais est-ce que c'est pas les producteurs en général, enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est les grands producteurs, des grandes maisons de disques qui sont non, mais tu vas faire plutôt un album comme ça, c'est ça qui marche en ce moment, il nous faut un album rap, rock, peu importe. Est-ce que tu sens que t'es influencé ou alors t'as la liberté de faire ce que tu veux? Non, j'ai quand même la liberté de faire ce que je veux. Après, forcément, voilà, les personnes dans l'industrie et tout, ils ont leur idée aussi en tête. Ils t'accompagnent aussi sur ce qu'ils imaginent, etc. Des fois, peut-être ils disent un peu de la merde, des fois non. Et puis en même temps, je trouve c'est important aussi. Ben, en fait, tu vois, qu'on s'écoute mutuellement. Et donc, il y a des fois, en vrai, ils ont des bonnes réflexions. Ouais. Oui. Ils ont des bonnes réflexions. Moi, je suis content parce que je trouve que l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui, enfin toutes les équipes avec qui je travaille aujourd'hui, je suis beaucoup écouté, tu vois. Genre, ils me dirigent vers des directions en me disant, ok, ça c'est tes points forts, ça c'est tes points faibles. Comment tu peux améliorer, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais à aucun moment on me dit On t'impose des choix, quoi. ouais, on m'impose pas et on me demande pas de m'effacer pour, enfin, tu vois, de Ouais. me dire, ok, en fait, t'es ça, mais en fait, tu seras pas ça, tu seras ce qu'on veut que tu sois. Et non, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas cette sensation Ok. que pour moi, ça se passe comme ça. Après, je veux pas parler pour tous les artistes. Non, Mais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est tant mieux. Donc là, on a parlé de la rupture plutôt pro. Donc, t'as quitté l'usine pour te lancer à fond dans la musique et Ouais. t'es arrivé il y a 2 ans donc à Paris. En parallèle à ça, il y a aussi une question de genre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? ouais, je suis un gros trans, en fait. Non! Et t'es Mon rentré Dieu. chez moi? Ouais. Putain, ça se voit pas, hein. C'est hyper bien fait. Oh, c'est vachement bien fait. Ouais, c'est bien fait et tout. J'ai fait une transition de genre sur le tard en 2021 Mhm. à 23 ans. Ça a été assez intense parce que en fait j'ai beaucoup de prise de conscience comme ça sur plein de choses assez soudaines. Mhm. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses comme ça où je me réveille le matin et je me dis ah tiens c'est ça. Ça a été un peu pour mon livre. Tu vois, il y a un truc en mode. Il y a toujours des choses qui arrivent, mais parce qu'il y a quand même une réflexion derrière. Enfin, il y a comme ton inconscient qui travaille depuis des années sur un Et puis truc un jour, pouf, et c'est ça mûr. pop. Ouais, c'est ça. Et je rebondis, pardon, sur ce que tu dis juste Oui, avant. ouais. Tu dis que tu as fait ta transition sur le tard, donc à Ouais. 23 ans. Tu trouves que c'est sur le tard? Bah, en fait, pour moi, oui. Alors, en tout cas, encore une fois, enfin, je parle que de moi. Mhm. Parce que, bon, en fait, il y a autant de transidentité que de personnes. En fait, chacun vit un peu sa transition comme il a envie, à la vitesse où il veut. Enfin, voilà, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression que j'ai transitionné sur le tard parce que je le sais depuis que je suis enfant, en fait. Ah oui. En fait, je sais depuis que je suis gosse, je me suis conformé à ce qu'on attendait de moi. J'avais pas de référence. À l'époque, je savais même pas que ça existait. Et du coup, j'ai continué à grandir comme une meuf, tout en sachant au fond de moi qu'il y avait un gros problème. J'avais un énorme mal-être que j'arrivais pas à comprendre. Et c'est là qu'à un moment donné, quand j'ai 23 ans et que je me réveille en plein Covid, on est confiné et que en fait je ne peux plus fuir finalement. Mhm. Je suis juste moi avec moi. Et là ça pop. Et c'est pour ça que je dis que ça arrive comme ça et en même temps ça fait des années de réflexion inconsciente. Mhm. Et en fait j'avais des signes depuis que j'étais... en fait j'ai eu des signes toute ma vie. J'avais des réflexions un peu en mode ah putain qu'est-ce que j'aimerais pas avoir des seins comme la meuf qui est en face de moi alors que Ah oui. j'avais vraiment un peu ce truc
de dissociation par moment où je regardais ma meuf à l'époque, j'ai dit est-ce que tu m'aimerais bien si tu m'aimerais encore si j'étais un mec et tout, et je passais à autre chose. Ok. Et ça c'était genre 4 ans avant que je transitionne, tu vois, il y avait toujours des réflexions, même j'étais avec mes potes et tout, et à un moment donné je dis oh, putain mais est-ce qu'ils sont en train de me percevoir comme un mec ou pas, enfin c'était D'accord. des questions très Ouais. random, Un peu parasite, entre guillemets. ouais, que personne se pose si tu te poses pas de questions sur ton genre en fait, et puis je passe à autre chose. Jusqu'au moment où en fait je me réveille et là je me dis ah waouh. Et sauf que là c'est la douche froide un peu parce que c'est tellement violent d'un coup. Et là c'est comme si la porte elle s'était tellement ouverte mais en grand Mhm. qu'elle est impossible à refermer à ce moment-là. Il n'y a pas de réflexion parasite et tu repasses à autre chose. Ouais. C'est en mode maintenant je fais quoi. En gros soit je transitionne soit je crève quoi. Il n'y a pas de... Et en fait, là, à ce moment-là, il y a un dégoût énorme de tout mon corps. Il y a un truc en mode, c'est... Et je dis toujours qu'en fait, j'ai fait un déni de grossesse. Mhm. Parce que au moment où je m'en rends compte, tout devient insupportable. Genre mon corps est insupportable, ma voix est insupportable, comment les gens me perçoivent, enfin Ok. tout. C'est horrible. En gros, t'as acté le rejet de ton corps actuel. Ouais. Mm. Et ça a été assez violent. Et après, bah, c'est toute la réflexion de ce que tu dois faire en fait. Où tu vas aller, par quoi tu commences, Ouais. comment tu le dis à tes potes, à ta famille. Parce que au-delà, parce que moi j'avais déjà fait un premier coming out lesbien à l'époque, mais c'est pas pareil là, parce qu'en réalité, t'es gay, limite, t'as même pas besoin de le dire, on s'en fout, tu vois. Mais t'es trans et tu transitionnes hormonalement, etc. Physiquement, tu changes. Ouais. T'as pas le même prénom. Enfin, il y a quand même une dimension qui est autre. Et donc là, t'es en mode, waouh, aux yeux du monde, je vais changer. Il faut que, comment je vais le dire à mes proches, etc. Et il y avait aussi l'angoisse artistique. Je suis en mode, bah, je suis chanteur. C'est-à-dire que je vais muer. Est-ce que je vais continuer à chanter? Mhm. Est-ce que ma voix va pas être moche? Est-ce que mon projet il est terminé? Est-ce que à l'époque, du coup, j'ai mon producteur qui est encore mon producteur aujourd'hui, on se connaît depuis 6 ans maintenant, et donc il a tout suivi. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il va pas me lâcher et tout? Enfin, et moi, j'appelle ma sœur et je suis en mode, putain, Julie, je crois que je suis un mec, etc. Et comment je vais faire et tout. Et là, elle m'a engueulé. Et elle m'a dit, écoute, c'est Charlie, tu t'appelles Charlie. Et écoute, tu veux faire de la musique? Bah écoute, tu vas bosser et c'est bon, ça va bien se passer. Et puis les parents s'en foutent. Et là, Ouais. j'ai dit, grave. Ouais. Et là, je fais, bah, de ouf. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je m'appelle Justin Bieber et j'ai 12 ans. Et je mue comme, en fait, tous les mecs cis qui muent. Et il y a plein de mecs cis qui sont chanteurs et en fait, c'est ok. Pourquoi C'est très moi, ok. ça serait différent en fait? Et Mm. là, je me suis dit, ok, c'est ça. Et voilà quoi. Donc Et je pense que je suis allé un peu loin dans le truc, non, mais non, mais c'est bien, tu réponds à des questions que t'anticipes. Mais du coup, c'était effectivement un point sur lequel je voulais revenir. L'acceptation de ton entourage, que ce soit tes amis ou ta famille. Donc, Julie, visiblement, était plutôt encourageante. ouais. Quid de ton autre sœur ou de tes parents? Donc, Julie, c'est ta grande sœur, j'imagine? Ouais, Julie, c'est ma grande sœur, et puis après, j'ai ma petite sœur et mes parents. Et en fait, bah, ça s'est très bien passé. Ma petite sœur a été au courant avant ma grande sœur. Les deux personnes, du coup, les deux premières personnes qui étaient au courant, donc voilà, c'était mes sœurs. Après, j'en ai parlé à mes potes. Et les boss finaux, un peu, c'était mes darons. Ouais. Et voilà, et je leur ai dit, comme ça, à la fin d'un repas, sans les Entre préparer en le amont. fromage et le dessert. Exactement, parce que je n'ai aucun tact. Et je ne... D'ailleurs, je suis un garçon, tu veux une laitière? Ouais, moi c'était un peu ça, ouais. Ok. Ça a été, je crois, vraiment, comment j'ai dit ça? Je crois que j'ai dû dire un truc en mode, ah, au fait, je suis un garçon, maintenant c'est Charlie et vous devez me genre au masculin. Et je vais commencer une transition hormonale, je vais changer physiquement, etc. Mhm. Ouais, il y a pas de... Ok, sans filtre. Sans filtre, et du coup, bah, ils m'ont un peu regardé un peu en mode, ok. Mon père, il m'a regardé, je pense qu'il m'a vraiment semblé une éternité. Il a bugué complet. Je pense Ouais. vraiment son cerveau, il a démissionné à ce moment-là. Mhm. Et ça a été un peu compliqué, ouais. Ça a été, ma mère, elle a très vite compris les enjeux, donc elle a très vite respecté, elle m'a très vite appelé par mon prénom actuel, etc. Et mon père, ça a été compliqué, ouais. Mhm. Pendant des mois et des mois, je dis pas qu'il m'a rejeté et tout, parce que le mot est fort et que j'ai pas vraiment subi ça. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça à ce moment-là, parce que il m'appelait plus par mon dead name, il m'appelait plus par mon prénom. Enfin, c'est comme si un peu j'avais plus d'identité. Ouais, il était perdu, quoi. C'était compliqué et tout, et donc et je pense qu'il savait pas comment faire. Il était un peu partagé entre son ressenti, la peur, etc., sans vouloir me rejeter, mais finalement il me rejetait quand même. Enfin, c'était très compliqué.
Et moi, j'étais beaucoup sur son dos. Ma mère était beaucoup sur son dos. Elle lui a dit à un moment, si t'acceptes jamais Charlie, de toute façon, je demande le divorce, quoi. C'était vraiment un truc en mode, ouais, c'était... Ouais. Et donc, ils sont encore ensemble, elle a pas demandé le divorce et tout va bien. D'accord. Et à un moment donné, moi, j'étais encore, ok, est-ce que je vais devoir rompre en fait les liens avec mon père? En fait, s'il m'accepte jamais, bah, je vais pas rester comme ça, en fait. Enfin, moi, je leur avais dit, de toute façon, c'est ma vie. Moi, je suis indépendant financièrement. Vous avez pas fait des enfants pour diriger leur vie. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait la vôtre, je fais la mienne. Si vous m'acceptez pas, vous perdrez un enfant. Je dis, ça sera triste. Mais je dis, je ne passerai pas à côté de ma vie pour vous. Oui. Et donc, je me suis juste demandé, en fait, c'était quand le moment où je devais arrêter de me battre pour mon père, en fait. Et à un moment donné, je suis allé voir un psy, à l'époque, mon ancien psy, et on parlait beaucoup de ça, etc. Et à un moment donné, il me fait mais Charlie, en fait, imagine que vous êtes sur l'autoroute et que vous n'êtes pas dans la même voiture, mais en fait, vous arriverez au même endroit. Pas en même temps, juste. Et là, il y a eu L'endroit étant le cimetière, parce qu'on meurt tous, c'est ça? Exactement, Ouais, bien sûr. exactement, voilà. Pardon, continue. J'adore cette image. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il a raison. Genre, en fait, juste, moi, quand j'ai fait mon coming out, en fait, j'avais fini mon chemin et eux, ils commençaient le leur. Donc, en fait, il y a un fossé énorme. En fait, on n'est pas du tout au même moment. Mhm. Et j'ai touché à table, je sais pas si avec le micro ça va s'entendre. Aucun problème. Voilà. Ok. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais le laisser tranquille. Il faut qu'il fasse son chemin et je vais arrêter d'être sur son dos parce que je pense que ça va juste plus le braquer qu'autre chose. Mhm. Et je me dis, ok, il faut que je termine il faut que je lui dise un dernier truc et après c'est bon. Et donc j'ai attendu d'être dans la voiture avec lui qu'il puisse pas fuir. Et je lui ai dit, écoute papa, j'aurais toujours peur des araignées. Enfin, je serais toujours le même, j'aurais toujours peur des araignées. Et c'était la dernière phrase que je lui ai dit. Et tu vois, maintenant, bah, ça s'est hyper bien fini. Ah, ok, On je est, sans suspense, j'ai eu peur. voilà. D'accord. Et donc maintenant, on se parle plus. Si, on se parle. C'est Il me met en pression, T'imagines bâtard. toute l'histoire, tu sais, en mode, on s'attend à une belle Ouais, fin et finalement, tout. je n'en parle plus du tout. Ouais, bah finalement, Je voilà, c'est fini. Voilà. Ok. Avec du recul, alors c'était quand ça à peu près, juste pour situer? Je pense que c'était entre du coup 2021 et 2022, 2023, tu vois. Ok, ouais. Avec du recul, est-ce que tu lui en veux? Je lui en veux plus, je lui en ai voulu. Tu en as voulu. Voilà. Ouais. Mais je le dis dans ma chanson, du coup, Papa. Voilà. Que j'ai écouté. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. En fait, J'ai détesté. Franchement, c'était de la grosse merde. Mais Bah, je peux pas le dire malheureusement, c'est Yann qui m'a un peu forcé la main. Non, mais j'ai écouté pas mal de tes sons, notamment Monstrueux, vraiment j'ai adoré. Voilà, je suis très fan de ce que tu fais, honnêtement, c'est très très cool. merci De toute beaucoup. façon, tous les liens sont en description évidemment. Voilà. Arrêtez, je prends la grosse tête. Et donc t'es parti à Paris il y a 2 ans, comme on l'a dit. Ça fait quoi de tout quitter, de tout laisser derrière, enfin tout, les amis, la famille, j'imagine pour la plupart, et changer de ville? Eh ben, ça va. Ouais. Point. Point. C'est un peu bizarre, un peu stressant d'arriver dans une ville que tu connais pas. Je pense que l'avantage que j'ai eu, c'était quand je suis arrivé ici, j'avais déjà des gens que je connaissais. J'avais déjà mon équipe qui était là, etc. Donc en fait, je suis arrivé pour faire de l'artistique avec déjà une équipe dans l'artistique et tout, avec mon label, mon producteur. Enfin, j'avais déjà des gens qui étaient là et donc ça a été, je pense, plus facile pour moi comme ça. Après, j'ai dû quitter ma petite sœur. C'est ce qui a été le plus dur, je pense, de quitter Nantes. Ouais. Parce que mes parents n'habitaient plus à Nantes à ce moment-là, ma grande sœur non plus. Ah, d'accord. Ils étaient où? Mes parents, ils sont en Vendée. Sabdelane? Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'ai pas la ref. Mais ok. Voilà, c'est pas loin. Ah, dommage. Pas très loin, t'étais presque. Ma grande sœur, elle est vers Tours. Et donc, ma petite sœur et moi, on était sur Nantes et on était en coloc en fait pendant 3-4 ans. Parce qu'en gros, elle faisait des études. Moi, je dis, viens, on fait une coloc, on s'entend hyper bien, etc. Et en fait, on est devenus hyper fusionnels Ouais. quand on habitait ensemble. Et tu l'as abandonné. Et je l'ai abandonné, ouais. Et ça a été assez dur pour moi parce qu'on avait vraiment en fait des petites habitudes. On faisait des ciné dimanche. En fait, on avait vraiment des moments dans la semaine où on se retrouvait et on était vraiment que nous deux. Et ça a été très compliqué de quitter ça.
Et quand je suis arrivé, par exemple, à Paris, au début, genre, on a une série préférée qui est Grey's Anatomy. Oui. Voilà, tous les deux, c'est vraiment notre série à nous. Pendant des mois, quand j'arrivais à Paris, j'arrivais plus à regarder. Ah Ça oui. me rendait trop triste, en Bah, fait. j'imagine, Il y avait les pizzas, j'en mangeais plus. En fait, tout ce qui me rappelait ma petite sœur, Mhm. ça a été hyper compliqué au début. Et, et en fait, très vite, ben, en fait, on a appris aussi à gérer ça. Et donc, tu vois, moi, mes potes ou ma famille, ils viennent souvent à Paris. Oui. Enfin, on arrive à se trouver des moments où moi, je vis à Nantes, etc. Et donc, je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça, tu vois. Mais à part ça, tu vois, Nantes, en vrai, bon, ça restera genre ma ville de cœur et ça restera toujours ma maison. Mais j'ai tellement toujours voulu venir ici qu'en réalité, je crois que je kiffe plus Paris que Nantes, tu vois. Couper ça au montage. On coupera au montage, on Voilà. bipera les noms. Voilà. Mais après, J'aime Nantes. est-ce que c'est vrai, enfin, est-ce que du coup t'es venu à Paris pour les opportunités? Je pense que quand tu veux tenter artiste, en tout cas chanteur, c'est là qu'il y a plus de choses à faire, à découvrir et d'opportunités. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller à Paris pour lancer une carrière, ou alors à Nantes t'aurais pu le faire? Bon, je pense qu'à Nantes, j'aurais pu le faire. Hmm. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a, c'est que on est quand même dans une ère des réseaux sociaux Oui. où tout se passe beaucoup par TikTok, Instagram, etc. Mhm. Donc, en fait, j'aurais pu très bien faire de la musique, je sais pas, buzzer sur TikTok, j'en sais rien. Enfin, il y a un monde où, en fait, mon projet devient hyper viral, ce Mhm. qui n'est pas encore. Donc, Pas encore, allez, pas encore. allez regarder mes vidéos. Mais cette et- émission le sera. Mais voilà, exactement. Parce que je suis là. donc- Notamment. Voilà, et là j'aimerais bien que tu mettes au montage une grosse Un tête comme énorme ça, là, melon. un énorme melon là, voilà. Et donc ouais, en fait c'est ça, c'est qu'en fait le truc c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de manières de pouvoir devenir viral et tout sur les réseaux que aujourd'hui je pense que c'est pas très très grave, je pense, de démarrer sa carrière en n'étant pas sur Paris. Mhm. Je trouve quand même que c'est cool d'être sur Paris pour ça. Ouais. Surtout, par exemple, moi, j'ai pas un projet viral pour le moment, etc. J'ai quand même de la chance de signer dans un label, alors que mon projet, on va dire qu'il stream pas encore comme j'aimerais qu'il stream, etc. Enfin, je Oui. suis vraiment pur développement. Et du coup, Paris, c'est trop cool parce que ça m'aide vraiment à créer des contacts, à rencontrer des gens et à être sur place aussi. Mhm. Et tu vois, par exemple, bah, c'est bête, mais tu vois, tout ce qui est promo, etc. Genre, imagine, là, j'étais pas sur Paris, bah, ça aurait été plus compliqué Ouais, qu'on se rencontre oui, là, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et du coup, bah, ouais, je trouve que c'est quand même un peu important. Mhm. Je trouve. Tout se passe un peu ici, quoi. Bah, c'est ça. Après, Tu vois. Nantes-Paris, c'est combien de temps? C'est 2 heures? C'est 2 heures en Ouais, vrai. ça se fait. Mais bon, c'est quand même un peu lourd. Bah, en fait, c'est ça, c'est que tu te dis, imagine, je sais pas, ce soir, t'es en mode, ah, en fait, il faut que tu rencontres quelqu'un, tu vois. Ça se complique, Bah ouais. Et donc, effectivement. moi, je trouve ça un peu cool en vrai. Surtout que tu vois, par exemple, enfin, je connais pas grand monde dans le milieu artistique encore et tout. Et je trouve que c'est cool. Tu vois, à Paris, il y a beaucoup d'artistes. Ça fait des années qu'ils sont là ou qui ont toujours vécu ici. Et tout le monde un peu se connaît. En fait, mine de rien, c'est comme un petit monde. Oui. Tout le monde se connaît très vite. Et je trouve que bah, du coup, moi, c'est un peu compliqué déjà là, parce que ça fait que 1 an et demi que je suis là. Et donc, j'ai du mal encore à connecter avec des gens, à rentrer un peu dans des cercles. Parce Ouais. que bah, tout le monde se connaît déjà. Et donc, toi, t'es un peu en mode bonjour, je suis troubadour, j'arrive, tu vois. Donc, En plus, tu vends comme ça. Je suis troubadour, ouais, d'accord. Je suis troubadour, je peux jongler si vous voulez. On a pas de pièce, monsieur. Ouais. Et donc ouais, c'est un peu compliqué déjà. Et donc, bah, et alors que je suis là, quoi. Oui, tu vois. oui, Et ok. donc, si j'étais sur Nantes, bon, bref. Non, mais je vois ce que tu Voilà, veux dire. j'ai vraiment fait une phrase de 10 000 km pour T'inquiète, revenir sur ce truc-là. on Mais a idée et sens-toi libre. Et donc, j'ai vu que tu avais fait la première partie de Ben Mazué et de Hoshi. Alors, c'était à Lyon, pardon, la salle de 1000 personnes, ou alors rien à voir? Tu mentionnes ça, mais je sais pas si c'est un de ces concerts-là. à Lyon, ouais, en fait, Lyon, c'était Gaëtan Roussel. Ah, Gaëtan Roussel, ouais. Ouais, et parce qu'en fait, Lyon, c'était la première scène que j'ai fait. La première scène que t'as fait Oui. devant 2000 personnes. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est si on revient un peu en arrière et que j'ai gagné le tremplin, voilà. Yes. Hop, Donc, Action Logement. Action Logement. Donc Gaëtan Roussel, le parrain du coup de ce tremplin. Comme on disait, donc moi j'arrive, je participe, j'oublie que j'ai participé, on m'appelle, on me fait, au fait, t'as gagné. Je dis, j'ai gagné quoi? Ok, donc j'arrive à Paris, j'avais jamais quitté ma campagne, j'habitais pas à Nantes, vraiment j'habitais à côté de Nantes à ce moment-là, j'avais jamais pris le train, jamais pris l'avion, j'étais jamais venu à Paris. J'étais en mode, bon bah j'y vais quoi. Je gagne un clip, un enregistrement en studio qui vraiment c'est tout claqué au sol, mais c'est ok parce que C'est une première, donc. c'est une crache pas dessus. première et puis en vrai ça m'a quand même appris plein de choses, etc. Et donc à ce moment-là, du coup, Gaëtan Roussel étant le parrain, je fais un showcase devant lui en mode il me remet le prix du tremplin. Et donc je fais quelques chansons guitare-voix. Et là il kiffe et tout. Et là à la fin il me dit le truc lunaire, il me dit écoute moi je commence ma tournée.
solo là. Est-ce que tu veux venir faire ma première partie au Transborder à Lyon? Bah, Et j'ai dit carrément. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, oulala, c'est le train. Tu vois, genre, en fait, je me suis toujours. C'est très bizarre C'est dit le comme train. ça, c'est le train. C'est-à-dire. C'est-à-dire, on va rester là-dessus. Oulala, c'est le train. Bon bah écoute, merci d'être venu Voilà, et là, aujourd'hui. tu mets en montage un train qui passe. Putain, je vais te faire que du montage. Oh là là, C'est sûr que tu vas faire t'as du déjà tout montage. prévu. Oui. Et du coup, je suis en mode. Moi, je me suis toujours dit, en fait, il y a des trains qu'il faut pas louper dans la vie. Et je me suis dit, en fait, si là, j'ai dit non, alors que je suis Tu flippé vas de te ouf. vouloir. Bah, en fait, oui. Ouais. Je suis en mode, je connais personne en milieu artistique. Je veux pouvoir en vivre. T'as un gars qui est Gaëtan Roussel, Quand même. quand même, qui me dit, viens chanter et faire ma première partie. Je suis en mode, ah ok. En fait, si je dis non, je suis vraiment nul. Un trou de balle. On peut Bah dire, oui. t'as un gros trou de balle. Bah ouais. Et je suis en mode, bah ok, j'y vais. Et donc là, je prends ma guitare, je prends mes trains, je prends mes hôtels. Enfin bref, j'y vais, je connais personne. C'est horrible. Et d'ailleurs, tu décris, je suis passé de ma chambre au train, à l'hôtel, à la loge. Donc, jamais t'as vu des gens. Et là, bam, scène, 2000 personnes. Ouais. 2000 personnes. 2000 personnes, Ta ouais. petite guitare et ton petit Ouais, micro. alors que je sais jouer que 6 accords. Et que On reviendra à ça. je suis pas un virtuose de la guitare, tu Ouais. vois. Avec des chansons, enfin, tu vois, genre, c'est des chansons que j'écris dans ma chambre qui sont, pour la plupart, c'est pas non plus exceptionnel, tu vois. C'est un début, enfin. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai jamais fait de balance. Enfin, je suis avec des ingés, des gens en fait de l'équipe de Gaëtan Roussel. Genre, je ne sais pas, je connais pas ce monde, je sais pas comment ça marche. J'arrive avec une petite guitare en mode, faut faire les balances. C'est quoi des balances? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, Ouais, tu ouais. vois, genre, comment je parle aux gens? Comment, enfin, et en même temps, je me dis, mais c'est trop bien parce que c'est un début. Et c'est comme ça que je vais pouvoir me faire des contacts en fait. Et donc là, je fais cette première scène et je kiffe de malade. Le public est hyper bienveillant. Et là, à la fin du concert, Gaëtan Roussel vient me voir et me dit, écoute, ça s'est hyper bien passé, le public il t'a kiffé, mes équipes t'ont kiffé. Écoute, est-ce que tu veux revenir faire d'autres premières parties en France et en Belgique? Trop bien. Non, je refuse, Gaëtan Roussel. Bien sûr que je Tu es dis trop oui. ambitieux pour moi, Voilà, Gaëtan. une fois, c'était déjà bien là. Je pense que je suis déjà devenu une star. La carrière est donc, lancée, faut foutre-moi la paix. c'est bon, voilà. Je vais te détrôner en fait. Donc à un moment donné, voilà. Et donc j'ai dit oui, bien évidemment. Et donc là, j'ai fait plusieurs salles en France et en Belgique. Et à ce moment-là, en fait, c'est moi qui paye tout. Genre, j'ai un cachet t'es pas minimum. défrayé. Non, je paye le train, l'hôtel. Juste pour aller à Nîmes, j'ai payé juste 200 balles de train. Bah, c'est un investissement, quoi. Voilà, sauf qu'en fait, moi, je suis en intérim à ce moment-là. Sauf que vu que, du coup, ce qui est chiant avec l'intérim, c'est, tu sais, quand... Je parle beaucoup, mais en gros, quand t'as un jour, par exemple, je sais pas, la première partie, elle est le mercredi, quoi. Donc, tu peux pas bosser le mercredi, le jeudi. Ouais. Mais du coup, si tu peux pas bosser le mercredi, le jeudi, ils te prennent pas pour la semaine. Ouais. Donc, tu perds une semaine de travail. Ah, yes. Et donc, en fait, sur quelques dates comme ça, en fait, je perdais en fait, des missions, même des missions qui me reprenaient pas. Donc, en fait, je perdais sur plusieurs mois. Ouais, d'accord. Et donc, après, je devais être au chômage. Donc, en fait, c'était hyper compliqué. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, en fait, je perdais de l'argent. À l'époque, c'était cool parce que j'étais en couple avec ma meuf et tout. On habitait ensemble, on payait un loyer qui était pas trop cher. Donc, en fait, elle m'a beaucoup aidé. Elle payait beaucoup plus que moi. Il y a des fois, en fait, je pouvais pas payer des trucs, quoi. Et j'étais en mode, ouais, mais en fait, si je le fais pas, tu vois, je suis en mode, tant pis. En fait, je m'en fous. Même si je suis à la rue demain, en fait, il faut que je le fasse. Et heureusement, parce que du coup, j'ai fait ça. Et après, en fait, j'ai rencontré des gens de la SACEM. J'ai rencontré, en fait, des tourneurs qui m'ont mis, du coup, sur les premières parties de Hoshi. Ouais. Et en fait, tu vois, petit à petit, ça a commencé comme ça. Parce que, en fait, c'était un peu le bouche à oreille. Ouais, et ça, un peu le réseau. Ça a payé, finalement. Ouais. Ça t'a coûté un peu quelques centaines d'euros, malheureusement, mais finalement... Ouais, mais c'est c'est un peu la phase un peu obligée. Hein. Bah, t'as pas trop le choix, j'imagine. Ouais. Et donc, Ben Mazuet et Hoshi, tu sais que c'est des tourneurs qui organisent les premières parties. D'accord, donc c'est pas les artistes qui choisissent la première partie. Ou alors il peut y avoir un accord entre les deux. Tu peux avoir, regarde, Gaëtan Roussel, c'est lui qui avait choisi. Mhm. Moi. Cette star internationale que vous voyez ici présent. Ouais, donc il avait choisi. Après, il y a des artistes, bah, ils choisissent pas. Et les artistes, ils s'en foutent un peu aussi. Ouais. Mais un peu, ça dépend, tu vois. Je pense que ça dépend. Je crois que t'as un peu le tourneur aussi qui doit choisir. Enfin, voilà. Écoute, c'est une hyper bonne nouvelle. Est-ce qu'on n'aurait pas le champagne? On ouvre le champagne. On ouvre le champagne. Ce qui n'est pas du champagne, c'est du crément. Oh, et ça Voilà. va. Voilà, il y en a un, il ment ici, mais c'est ok. On aura le champagne quand tu feras un Bercy, ok? Ok, l'Olympia, un peu si tu veux. Olympia? Ouais, parce que je pense que c'est plus
Symbolique, et puis je pense qu'on a plus de chances que je fasse l'Olympia que le Bercy quand même. Ah, mais le crément, quoi. Ah merde. Pour la blague, j'ai failli dire, je fais comme en Formule 1, je lui secoue et on est chez moi. Mais j'adore. Et bah, j'en ai foutu partout. Voilà, c'est Putain, top. j'ai trop le seum pour toi. J'ai pas trop compris pourquoi il a explosé parce que j'ai fait attention. Parce qu'il voulait, il voulait devenir une star. Exactement. J'espère que tu vas la garder au montage. Bah oui, du coup, ce serait dommage de s'en passer. Ah bah là, Peut-être que c'est... je couperai à l'audio parce que ça sert pas grand si remarque. Ça va bien. Ce serait hilarant. Bon, du coup, on parle de Ben Mazué, de Hoshi, de Roussel, Orelsan d'ailleurs aussi. C'est quoi tes influences, tu dirais? Mais alors, ma plus grosse influence, c'est Fauve. Fauve? Ouais. Ah putain, j'étais sur Fauve la danseuse, non? Ah, Fauve, Fauve, le groupe Fauve. Non, c'est fini, Fauve, depuis un moment. Non C'est fini Fauve, et maintenant ils ont un groupe qui s'appelle Magenta. Alors je suis pas trop parce que je suis pas très fan de leur nouveau projet. Ok. Moi, après moi Je t'écoute. j'aime tellement Fauve, l'urgence, la qualité des textes, ce qu'ils racontent, que du coup je suis resté beaucoup là-dessus. Et en fait, c'est hyper marrant parce qu'en gros, à l'époque, quand j'étais à Nantes, j'avais du coup un ingé son qui est plus ingé son maintenant, qui a voulu arrêter, et qui était du coup, il s'appelle Étienne Lanco, Oui. et à la tienne. Santé. Du bon crément à Bon crément. 11h du matin. Qui a le goût de champagne. Oui. Finalement, on s'en sort. On s'en Pardon, sort. du coup. Oui. Et Ingé son. Ouais, donc ingé son, donc Étienne Lanco, qui à l'époque était l'ingé son du groupe Fauve, du coup. Ouais. Et qui est des super potes à eux, etc. Et quand j'ai commencé à bosser avec lui, je me suis dit, mais putain, mais c'est une dinguerie que mon groupe préféré de tous les temps, ça soit des potes et qu'ils aient travaillé avec Étienne, qui est mon ingé son aujourd'hui. Mhm. Et un jour, donc on était en plein Covid et c'était vraiment l'ouverture où on était plus confinés, etc. et qu'on pouvait reprendre un peu les concerts, mais genre, ça a duré genre 2 semaines, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et donc là, j'ai fait une scène à Paris. C'était aux Étoiles, je crois, mais je sais plus trop. Peut-être que je dis des bêtises. Bon, une scène à Paris et tout. Donc on monte à Paris avec mon ingé son, mon musicien et tout. Et là, dans la voiture, je mets du Fauve à fond. Voilà, on s'est mangé une amende sur la route en plus. Parce qu'il conduisait, il a pris une voie de bus dans merde. Paris. Ah merde. Ça arrive. C'est dommage. Et donc j'ai perdu des points et j'ai pris une amende. Aïe. Et bref, et du coup, donc on est dans la voiture, j'écoute Fauve et tout machin. Et là, il appelle Quentin, donc le chanteur de Fauve. Il dit, écoute, ouais, je suis avec Charlie, il est trop fan de toi, machin. Est-ce que t'es dispo ce soir pour venir l'écouter en concert et tout? Il fait un concert et tout. Et il vient ce soir-là Trop bien. me voir sur scène. Et après, on a parlé et tout. Il a pas trop kiffé le projet d'ailleurs. Ah. Voilà. Ah, sérieux? Ouais. Ok. Il a pas trop kiffé et en même temps c'est pas grave. Et tu vois, moi je trouve ça hyper cool justement Mais c'est bien qu'il ait été transparent, enfin. Ouais. Et moi je trouve ça cool d'ailleurs d'en parler parce que tu vois, genre tu vois, tu peux être très fan de quelqu'un. Et en fait, derrière, lui, il aime pas trop ce que tu Il est fais. fan de toi. Et c'est pas grave. Tu vois, genre en mode c'est ok, tu vois. C'était sur quel projet du coup? C'était sur un ancien projet qui est plus d'actualité pour l'instant. C'était avec mon ancienne voix. Et en plus, du coup, à l'époque, j'étais encore une meuf. Donc, D'accord. c'était voilà, c'était il y a très longtemps. D'ailleurs, je fais une parenthèse, tu l'as vraiment mentionné, mais tu dis dans l'interview aussi. Donc en fait, je me posais la question, t'as répondu dans l'interview, donc j'ai la réponse. Bon, ouais, quand même. Effectivement, quand t'as fait Donc, je ne répondrai pas. Très bien, on va rester là-dessus. Allez, bonjour. T'avais ta transition et donc ta voix a changé. Ouais. Et je me demandais comment t'as géré ça. Et t'expliquais que t'avais quand même ressenti beaucoup d'anxiété parce que t'avais un peu paniqué. Ouais, Et comme tous les jours de ma vie. Comme toujours de ta vie. Et tu l'as dit, t'as un peu accepté le fait qu'elle allait muer dans tous les cas. Et donc t'as été accompagné par une orthophoniste. C'est bien ça? Ouais. En fait, je me suis dit, bon, je vais muer, etc. Je savais pas, en fait, comment j'allais muer. En fait, vu qu'on n'est pas tous égaux au niveau de la mue, t'as des gens ils muent hyper vite, d'autres non, etc. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai mué très progressivement. Là où j'ai de la chance aussi, c'est que vu que ça faisait des années que je chantais, enfin depuis que j'étais gosse, ce qui fait qu'en fait mes cordes vocales elles étaient déjà musclées pour et j'avais déjà une technique vocale déjà qui était bien ancrée. Okay. Donc déjà ça a été très facile. Et après, je me suis dit, il faut que je laisse aucun répit à ma voix. En fait, vu que mes cordes vocales là, elles sont dans une phase où elles s'épaississent, ça va bouger tout le temps. Ouais. Si en fait j'arrête de chanter genre pendant 1 ou 2 journées, quand je vais reprendre,
ça va être bizarre. Et je vais perdre en fait un peu le contrôle du truc. Donc en gros, je me suis dit, il faut que je chante tous les jours. Et pour ça, j'adore une artiste qui s'appelle Cœur de Pirate. Oui. Et j'ai repris en gros tous les jours du coup la même chanson qui s'appelle Crier tout bas de Cœur de Pirate. Et je voulais prendre exactement la même chanson pour en fait comprendre où j'arrivais à chanter, où j'arrivais plus, qu'est-ce qui changeait, etc. En tout cas, j'avais des repères qui étaient bien précis. Et tous les jours, j'ai chanté. En même temps, je suis allé voir une orthophoniste qui, du coup, m'a beaucoup aidé à trouver des techniques pour muscler mes cordes vocales, m'échauffer, etc., etc. Donc, je suis allé voir pendant 1 an. Et ça s'est très bien passé là-dessus. Je pense parce qu'effectivement, j'ai laissé aucun répit à ma voix. Donc, en fait, elle descendait, mais du coup, j'arrivais à m'adapter à chaque fois. Oui. Et c'est hyper drôle parce que du coup, j'ai fait des premières parties à ce moment-là, du coup, de l'Impératrice, de Ben Mazué, de Hervé et tout. Trop bien, Ouais. ok. Pendant que je muais. Et donc, d'une semaine à l'autre, je ne savais pas si j'allais pouvoir chanter mes Tu chansons. changes le répertoire à chaque fois. Ouais, bah en fait, j'allais chez mon producteur à l'époque à Nantes où en fait, on descendait les tonalités, etc. On D'accord. transposait et tout par rapport à ce que je pouvais chanter, quoi. Mais d'une semaine à l'autre, je savais pas si j'allais pouvoir les chanter. Et donc, c'était un peu le stress de est-ce que là, je vais pouvoir chanter mes chansons ce soir. Et en fait, avec du recul, c'est trop drôle. Ouais, carrément. Mais c'était flippant, quoi. Est-ce qu'il y a des chansons que t'as arrêté de chanter parce que ta voix a changé ou alors t'as réussi à tout adapter? Non, j'adapte en vrai. Après, c'est sûr qu'il y a des tonalités, enfin, il y a des choses que j'arrive plus à chanter comme avant. Genre, par exemple, j'ai perdu ma voix de tête, que je retrouve un petit peu vite fait de temps en temps. Mais c'est surtout qu'en fait, je me suis dit, c'est pas grave parce qu'en fait, ta tessiture vocale, la technique que t'avais, en fait, tu la retrouveras peut-être pas et c'est ok. Juste, tu vas apprendre à chanter différemment. Et en fait, c'est cool parce qu'il y a des choses que tu pouvais pas faire avant, que tu peux faire maintenant, Oui, etc. bien sûr. Et donc moi, je me suis pas trop accroché à ça. Et effectivement, j'arrive toujours à me démerder pour pouvoir, tu vois, Ouais. reprendre des chansons d'une autre manière. Et d'ailleurs, si tu veux, vu que tu me feras penser vraiment à ce que je t'envoie les choses, mais Ouais. je peux t'envoyer même des vidéos, je pense, de duo avec moi-même que j'ai fait sur Cœur de Pirate à l'époque. Oh, carrément. Si je te retrouve ça, il faudrait que je t'envoie ça et tout. Je t'enverrai un message après. Ouais, pour te relancer. en fait, j'ai beaucoup d'images d'archives, D'archives, etc. Ok. Voilà, ça Non, peut ouais, être- ça c'est peut une être très cool. bonne idée. Voilà. Tu parles du coup de pas mal de premières parties, donc Oshi Ben Mazué, l'Impératrice, etc. Comment tu vis une première partie? Parce que pour être allé à pas mal de concerts, la première partie en général, c'est c'est un artiste XY qu'en général tu ne connais pas du tout. Les gens sont même pas encore arrivés dans la salle que la première partie a commencé, et souvent, en général, pas que t'en as rien à foutre, mais t'es pas là pour ça, donc le public est parfois pas très réceptif, voire parfois complètement froid. Comment t'as vécu les tiennes? Bah, trop bien en vrai. J'ai pas de souvenir d'avoir vécu une première partie qui était pas ouf. J'ai toujours eu l'impression d'être tombé sur des publics qui étaient bienveillants. Ouais. Après, c'est un peu flippant parce qu'effectivement, je trouve que faire des premières parties, c'est un peu ingrat. Et en même temps, tu passes par là et tout le monde passe par là et je trouve ça hyper formateur, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est ingrat dans le sens, effectivement, où les gens ne sont pas là pour toi. Et toi, t'arrives avec ton projet, il faut pas que tu t'excuses d'exister. Oui, c'est ça. Il faut qu'en fait, tu sois assez sûr de toi pour dire, en fait, mon projet, il est incroyable et vous allez kiffer, tout en sachant que les gens n'en ont rien à foutre de ta gueule. Oui, c'est ça. Et du coup, t'as une espèce de, tu vois, d'ambiguïté, tout ça. Et après, en fait, tu dis, au pire des cas, tu kiffes et en fait, si ça se passe mal, en vrai, tu joues pas ta vie non plus. Et je pense que c'est un truc aussi, j'apprends à le faire. Oui. Je dis ça, mais j'arrive pas à le faire, mais j'apprends. Parce que c'est plus facile à dire des choses que vraiment à réussir à les faire. Mais en fait, c'est ça, tu joues pas ta vie. Donc en fait, tu kiffes et c'est trop bien, genre. Ouais. Et en fait, tu vois, tu te plantes, en fait, tu t'en fous. T'as rien à perdre. En fait, t'as rien à perdre, Ouais. ouais. Et puis en fait, tu te dis, il y a forcément quelqu'un qui va kiffer dans la salle, tu vois. Il y a forcément 1 ou 2 personnes, ils vont kiffer et c'est cool. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment mal vécu une première partie. Enfin, je touche du bois, là. T'en as d'autres prévus d'ailleurs? J'ai pas de première partie de prévue pour le moment. Par contre, j'ai mon concert à Paris le 23 mars au pop-up du label. Il reste des places. Alors, j'ai fait le calcul et normalement, le 23 mars, c'est la date à laquelle sort l'épisode. Mais Venez ce soir. venez ce soir. Mais on se démerdera pour faire une vidéo qui en parle un peu avant. Grave. Comme ça, voilà, ça fera Grave. Mais ouais, du coup, donc ce sera le 23 mars, donc ce soir, c'est mon premier concert parisien. Et donc je ne stresse pas parce qu'on enregistre ça 15 jours avant. Et Pas du tout, aucun stress. donc là, je suis chill en fait. Méga Là, je suis chill, c'est ce soir, mais bien, bien.
Et non, je suis hyper stressé parce que C'est combien de personnes dans la salle? une centaine de personnes. Ok. Mais c'est mon premier concert à moi, Mhm. ce qui fait que c'est pas du tout la même chose. Parce qu'autant, du coup, c'est stressant de faire la première partie parce que les gens viennent pas pour toi. Et là, en fait, ce qui est stressant, c'est que du coup, bah, Les gens t'es un peu en viennent mode. pour toi. Bah Il ouais, faut que tu délivres. bah ouais. Mm. Déjà, il faut encore une fois que tu t'excuses pas d'exister parce que là, c'est toi qui es en Oui. tête d'affiche. C'est parce que t'existes qu'ils sont là. Donc, Exactement. Et puis, bah, en fait, je sais pas, en fait, tu vois, j'apprends à créer un set d'une autre manière qu'une première partie. Mhm. Tu vois, je sais pas, il y a tout un truc et puis ouais, c'est un peu stressant, quoi. Non, mais ça va être trop cool. En vrai, ça va être que bien. Les gens sont bienveillants, ils sont venus pour toi, donc ils sont déjà un Ouais. petit peu convaincus, tu vois. Oui. Et du coup, ce sera ton premier concert à Paris? Ce sera mon premier Concert concert perso à Paris parce Ouais. que en gros, en janvier, j'ai fait la première partie de Orlan à la Mhm. maroquinerie. D'accord. Voilà. Ok. Et c'était très très fun. C'était très, très fun. Très très fun. J'ai adoré. Dans tes projets musicaux, donc il y a 8400, parce que t'étais sur Terre depuis 8400 jours, d'où Ouais. d'où le nom. Le prochain, est-ce que ce serait pas 1 milliard? Ah, me donne pas des idées. Parce que tu sais pourquoi 1 milliard du coup? Non. Parce que 1 milliard de secondes, c'est 31 ans et 8 mois. Ah, Donc, si jamais waouh. tu veux l'info, tu peux continuer cette DA là et faire 1 Et milliard ça de me secondes. fume. Voilà, petit fun fact. Ah ouais. Ça fait des années que je l'ai et là il me sert enfin à quelque chose, donc je suis Putain. trop content. Tu voudrais les droits d'auteur? Bien sûr mec, régale. Ok, je te donnerai pas. C'est cadeau. Ah, bizarre. Je... Mais d'ailleurs, dans tes chansons, donc, tu as pas mal de chansons, on peut dire, engagées, qui ont beaucoup de sens pour toi, donc soit par rapport au travail. J'ai oublié le nom, mais t'as un son qui parle de l'usine, littéralement. J'ai oublié le nom qui m'échappe. Ouais. C'est lequel déjà? L'usine. C'est l'usine. Ouais. Je suis vraiment nul. En fait, moi, faut savoir. Hein, c'est très littéral. j'ai écrit une chanson, elle s'appelle Papa. Mhm. J'ai écrit une chanson sur l'anxiété, elle s'appelle Anxiété. Et j'ai écrit une chanson sur l'euphorie, elle s'appelle Euphorique. Sur l'usine, elle s'appelle L'usine. J'ai écrit. Voilà. Est-ce que c'est. Donc là, vraiment, c'est une chanson, un message qui était très personnel. Est-ce que tu dirais que c'est un peu du coup, ta direction artistique, c'est un truc qui t'aide à écrire, à trouver de l'inspiration? Ou est-ce que t'as vocation aussi à en sortir un petit peu? Oui, en fait, j'écris, en tout cas pour le moment, Ouais. j'écris que des chansons sur ce que je vis et sur ce qui me touche personnellement. Je n'arrive pas encore, j'arrive pas à écrire encore sur des choses qui me touchent pas personnellement. Ouais. Mais j'espère qu'un jour ça viendra parce que je trouve ça fun aussi, tu vois. Mais je pense que ça viendra peut-être aussi avec l'expérience, avec, j'en sais rien. Est-ce que j'aurai aussi toujours des choses à dire sur moi? Enfin, j'en sais rien. Après, ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, enfin, comme je disais sur le premier EP, je parle beaucoup de ma transition, en tout cas de mes différentes transitions. Et sur la suite, j'essaye beaucoup de m'ouvrir un peu à d'autres choses et aussi un peu de réfléchir un peu sur tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti depuis que je suis à Paris. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui me viennent, aussi pas mal de choses qui me tracassent sur par exemple le rapport à l'échec, Mhm. le rapport aux autres, aux gens en fait, à l'amour, tu vois, mais pas l'amour juste, enfin l'amour pluriel un peu, tu vois, Ouais. et voilà, il y a plein de choses un peu qui me travaillent un peu de part et d'autre et qui sont pour le coup beaucoup plus généralistes entre guillemets, enfin qui vont plus, je pense, Un peu plus universel. ouais, c'est ça, qui vont plus se rapprocher des gens parce que c'est des sujets, je pense, enfin, en tout cas sur ce que j'écris, c'est des sujets qui nous touchent un peu tous, quoi, Ouais. on passe tous par là. Mais voilà, c'est encore quelque chose que je vis personnellement, mais pour le coup, j'essaye aussi d'écrire en étant plus, en me détachant un peu plus de moi. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais d'être moins dans l'introspection quand même de ce truc-là, de mes émotions et de qui je suis. Voilà. Ok. Voilà, c'est un peu la manière dont j'ai envie d'écrire, voilà, pour la suite, quoi. Ok. Et donc, voilà. peut-être pour le projet 1 milliard d'ailleurs. Peut-être pour le projet 1 milliard, parce qu'en plus, je vais avoir 29 ans dans un mois, même si on dirait que j'en ai 22. Et c'est OK. Et c'est ok. Et c'est OK parce que C'est une bonne chose, d'ailleurs. en fait, je commence à faire la paix avec ça. Ah, ça te gênait? Ouais. En fait, ça me gênait parce que déjà, ça me gênait d'avoir 29 ans déjà. Je comprends. Et de deux, ça me gênait d'avoir 29 ans et de faire beaucoup plus jeune. J'avais l'impression d'être pas pris au sérieux, tu vois. Ah en oui, mode, oui, bien et sûr. en fait, ça venait un peu confirmer un peu. Enfin, en fait, tu vois, j'ai l'impression d'avoir 18 ans dans ma tête, tu vois. Je me dis, ah là là, j'ai 29 ans, il faut que je devienne adulte. Oui. Faut que Je me sens irresponsable, Ouais, je pense faut pas à un que- truc. faut que je bois du café. Je suis pas un vrai adulte. Ouais, tu vois ce que je veux Je vais dire. payer mes impôts. Putain, mais je suis trop badour, j'ai pas de meuf, j'ai pas de gosse, j'ai un métier qui n'est pas stable. Ouais. Enfin, tu vois, t'as un truc en mode, est-ce que je vais avoir l'intermittence l'année prochaine? Est-ce que. Enfin, j'en sais rien, tu vois, t'as un truc, et je suis en mode, je vais bientôt avoir 30 ans, et ma vie, c'est genre un chaos.
Tu vois, et là, et en plus, je fais beaucoup plus jeune, ce qui fait que ça me rajoute tu vois, ce truc de. Je commence à faire la paix avec ça parce que je me dis, en fait, frère, c'est trop bien, qu'autre quoi. chose. Ouais. Bah ouais, et surtout, en fait, je suis en mode, surtout dans le milieu artistique, je suis en mode, en fait, c'est tellement une plus-value de faire plus jeune, tu vois. On a très vite des dates de péremption, surtout quand t'es une meuf plus qu'un mec. Mais c'est vrai qu'en général, enfin, en tout cas, quand t'es un mec, la date de péremption arrive plus tard. Et chez les meufs, arrive très très tôt. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a très vite un peu ce truc de. Je pense, peut-être que je dis des conneries et je veux pas en faire une généralité, etc. Je veux pas qu'on attrape ma veste en mode ouais, gros buzz en mode Charlie Pal. Scandale. Voilà, scandale, Charlie Pal dans Voici. Non, mais en fait, le truc, c'est que surtout, je me dis artistiquement parlant, effectivement, en fait, vu qu'il y a beaucoup de talents qui arrivent tous les jours, etc. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu de. En fait, très vite, j'ai peur un peu d'être mis un peu sur le côté en mode putain, le frère, ça fait 8 ans qu'il bosse son projet, il va avoir 35 piges. Enfin, tu vois, ce truc un peu de. En fait, je sais pas, mais en fait, je sais pas si ce que je ressens c'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est vrai. Est-ce que tu le constates chez d'autres gens? Est-ce que tu regardes des mecs qui ont 35, 40, 38 ans qui sont pas encore très connus? Est-ce que tu les juges pour ça? Bah non. Bon. Tu vois, en fait, c'est ça, et c'est pour ça que je sais pas si c'est vrai. Et je pense que c'est peut-être des peurs et tu vois, des choses que j'ai en tête. Parce qu'en fait, quand tu regardes Ben Mazué, il a percé sur le tard. Et c'est mon exemple de fou. Mais il a percé. Et il a percé, tu vois. Et il a mis 10 ans. Et personne ne venait le voir à ses concerts. Et il en parlait en concert à un moment donné où il disait, mais en fait, même les invités ne venaient pas à l'époque. Tu vois? Et toi, c'est dur. Et du coup, je suis en mode, bah en fait, c'est mon exemple de fou parce que je me dis, mais en fait, juste le gars, la différence. Et ce qui fait que ça a marché par rapport à d'autres gens, en fait, finalement, c'est qu'il a juste continué. Et au bout d'un moment, il a eu l'ouverture, tu vois. Et donc, oui, il a percé sur le tard. Donc, en fait, mes peurs, je pense pas, ne sont pas fondées à 100%. Et je pense que j'extrapole et que c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas dramatique. Je pense que je suis dans le vrai. Tu vois, je pense que c'est un peu des peurs. Ouais, après, c'est un exercice très difficile de s'en émanciper. Ouais, c'est ça. Mais bon, déjà, je trouve que maintenant, je suis content de faire plus jeune à 29 ans. Donc, en vrai, il y a une amélioration. Voilà, pas dans la bonne direction. Exactement, merci. J'ai fait pas mal de recherches sur toi avant qu'on se retrouve aujourd'hui. Merci. Et à de nombreuses reprises, plus souvent que l'inverse, en fait, chaque article commençait par Charlie Pal, artiste transgenre. Et je me suis dit, bah, quelque part, c'est cool parce que j'imagine que c'est ton combat et t'as envie de le revendiquer et de l'afficher. Mais est-ce que t'as pas peur de tout le temps être assimilé à Charlie Pal égale artiste transgenre et du coup que ce soit un truc qui te définisse tout le temps? Si, de ouf. Si, de ouf. Et c'est pas du tout ce que je veux. Et c'est pour ça que sur les prochaines chansons que je vais écrire, je vais pas du tout parler de ça. Pas parce que j'ai pas envie qu'on en parle, mais juste parce que bah je ne suis pas que ça. Oui, c'est et ça. qu'à un moment donné, bah j'ai plein d'autres choses à dire. Je suis plein d'autres choses aussi, et je ne suis pas que ça. Même si bah ça fait partie de mon identité et c'est quelque chose que j'ai pas envie de renier. Et en fait, ce sera là tout le temps. Je pourrais pas y échapper, tu vois, et donc voilà. Mais effectivement, j'ai plus envie d'être vu comme Charlie Pal, un chanteur incroyable, accessoirement trans. Ah, il s'avère qu'il est trans. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, ce truc-là? Oui, complètement. Et en même temps, tu vois, je pense que là aussi, on en parle beaucoup aussi, je pense, parce que, enfin, c'est même sûr, parce que mon EP aussi parle de ça et que j'en parle aussi. Et donc, forcément, vu que j'en parle, tu vois ce que je veux dire, je peux pas empêcher les gens d'en parler parce que j'en parle, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense que là où ça peut venir dérangeant, c'est si plus tard, du coup, enfin, quand plus tard, j'aurais écrit des chansons qui parlent de toute autre chose et qu'on me ramène tout le temps à ça, tu vois. Et là, je serais un peu en mode, bon, là, les gars, c'est dérangeant, tu vois. Mais pour l'instant, tu vois, ça va mais ouais, c'est vrai que j'ai pas envie d'être vu comme ça. Après, on a vraiment tendance, encore une fois, à mettre des gens un peu dans des cases et des étiquettes. Bah oui. Et après, si je suis venu comme un artiste trans aussi, tu vois, en fait, faut juste pas que ça prenne le pied en mode ouais, il fait de la musique, mais il est trans, tu vois. Juste, il fait un peu il est troubadour, mais t'inquiète, tu vois. Mais c'est juste que c'est quand même important d'en parler aussi parce que on vit dans une ère aussi aujourd'hui où c'est très compliqué. Aujourd'hui, toi, tu me disais que tu savais pas trop, tu t'y connaissais pas trop, etc. Ouais. Tu vois. Et tu vois, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, est-ce que ça peut être intéressant aussi pour toi, du coup, de savoir et tout, que on a l'impression qu'en fait, nous, en tant que personnes trans, on vient de débarquer aujourd'hui à l'ère des réseaux et qu'en fait, hop, on a popé comme ça, voilà. Alors que c'est faux. En fait, on existe depuis la nuit des temps. La transidentité existe, en fait, dans plein de cultures.
D'ailleurs, dans plein de cultures, il y a plusieurs genres. Ouais. Il y a que, en fait, dans notre culture, à nous, on a genre deux genres homme-femme. C'est très binaire, mais occidental, c'est ça. On a du retard, quoi. Voilà. Alors que dans d'autres cultures, des fois, ils ont 5, 6 genres différents, etc. Et en fait, à l'époque, en Égypte antique, on était considérés comme des demi-dieux. Enfin, tu vois, il y a un truc en mode ça revient. Tu sais ce que je veux dire, ça remonte à l'Égypte antique. On était des demi-dieux, en fait. Et donc, en fait, tu vois, donc, ça existe depuis la nuit des temps. Et tu vois, voilà. Et donc, en fait, on a été beaucoup invisibilisés par la suite, etc. Et donc là, on reprend un peu notre place grâce au réseau, tout ça. Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, du coup, on a l'impression qu'on vient d'apparaître, que c'est une mode alors que pas du tout. Et aujourd'hui, on a un peu cette génération, on est obligé un peu de prendre cette place, comme à l'époque, je pense, les personnes gays, où c'était très compliqué, etc. Et ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que nous, en tant que personnes trans, on est au tout début aussi d'une ère où on prend cher, quoi. Bah, il y a un cycle, ouais. Exactement. Tout à fait. Et donc, c'est important d'en parler. Et c'est pour ça aussi que je veux en parler, parce que je me dis, bah, en fait, j'espère que plus tard, dans 10, 20 ans, j'en sais rien, les petits gars, les petites meufs, les petites personnes non binaires, enfin bref, avanceront et se diront, en fait, bah, c'est cool parce qu'on a eu des gens qui ont ouvert les portes. Ouais. Et ça sera plus facile pour nous. Alors qu'aujourd'hui, on essuie quand même pas mal les plâtres. Et c'est important d'en parler aussi parce que, avec la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe, la montée de l'extrême droite, etc., où en fait, on est les premières personnes visées, avec les personnes racisées, les femmes et du coup les personnes queer. Et dans les personnes queer, on est beaucoup visé en tant que personne trans. Où tu regardes aux États-Unis, il y a beaucoup de lois anti-trans. Donc c'est très compliqué où ils reviennent sur nos droits et sur notre manière d'exister et ils voudraient finalement en fait nous empêcher d'exister. Et c'est dramatique et ça fait peur et tout ça. Donc il faut en parler. Et donc je suis content d'en parler. J'espère que d'autres gens en parleront. J'espère qu'il y a des médias qui nous donneront la parole, etc. Mais effectivement, à un moment donné, je ne suis pas que trans. Et donc, j'ai d'autres choses à raconter et je veux aussi vu d'être d'une autre manière. Voilà. Et il faudra que ton image ne soit pas rattachée qu'à ça. Exactement. Mais d'ici là, il y a entre guillemets un combat à finir. Donc, ouais, c'est ça, tu vois. Servir dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'en parle aussi enfin, j'allais dire, j'en parle de moins en moins, c'est faux, parce que là, je fais la promo plus de ma musique et de mon livre, d'ailleurs, on va en parler. Mais transition. Putain, c'est ouf, c'est hyper drôle. Je voulais faire un mode transition pour la transition. Et en fait, ça s'appelle transition. Donc en fait, incroyable. c'est hilarant. Hilarant. Donc transition. Et là, tu mettrais une petite écriture comme ça. Bien sûr, bien sûr. Attends, j'ai fait. Transition. Voilà. Si bien fait. La post-prod est incroyable. Incroyable. Et bref, voilà. Voilà. Non, mais c'est un très beau message. Mais effectivement, tu parles de ton bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Après une petite lampée de champagne. De champagne. Pas de champagne, mais. De crément. De crément de Bourgogne. Mytho. Ouais, alors en gros, j'ai voulu écrire un livre, alors que de base, je ne suis pas du tout écrivain. Moi, je suis quelqu'un qui lit pas. Je n'aime pas lire. J'ai une concentration de 3 secondes et demie. Enfin, c'est très compliqué. Et je me suis quand même dit, bon, je vais écrire un livre. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux raconter de mon histoire, etc. Et là, je me suis dit, ça fait 4 fois que je dis, je me suis dit que ce serait intéressant d'écrire un livre par rapport à mon histoire et donc par rapport à mes musiques. Et donc, le livre s'appelle Transition avec un S, pour parler du coup de mes différentes transitions. Chaque chapitre est une chanson que du coup j'ai sortie ou qui sortira plus tard. Et donc dedans, j'explique l'histoire derrière la chanson, qu'est-ce que j'ai pas pu raconter en 3 minutes de chanson, pourquoi j'en suis venu à l'écrire. Et voilà quoi. Et donc je parle du coup d'anxiété, enfin de santé mentale, de rapport au corps, de ma relation avec mon père, de l'usine, de la musique, de ma transition de genre. Je trouve ça assez complet. Et c'est un livre qui fait pas loin de 150 pages. Waouh, le pavé. Oh là là, tu parles de toi, c'est insupportable. Le mec, l'ego. Le melon. L'ego. Insupportable. Ouais, et du coup voilà. Et il sort. Je pense qu'il sera sorti quand le podcast il sort. Il sort quand exactement. Il sort un peu avant le pop-up. Ok. Normalement. Ouais. Voilà. Et voilà. Et en fait, je trouve ça hyper bien parce que ça permet en fait de mettre à l'écrit un peu plein de moments, plein de passages que je peux pas mettre dans la chanson. Ça fait. Et puis c'est cool parce que ça permet aussi aux gens, je pense, qui ne connaissent pas, de potentiellement me découvrir par rapport au livre. Ouais. Et c'est important pour moi un peu de tout relier à la musique. Parce que de base, je suis chanteur, je suis pas écrivain, et je me suis dit, en fait, j'ai pris vachement goût à écrire un livre et j'ai trop envie de continuer à faire ça.
Mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, c'est trop bien d'écrire un livre là-dessus parce que les gens qui me découvrent par rapport au livre peuvent m'écouter mes chansons. Et ceux qui écoutent mes chansons, ils peuvent lire le livre. Peut-être. Ouais, tu vois, c'est un truc un peu... c'est un peu chouette, exactement. Très moderne. Putain, très moderne, voilà. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre ? Pas très longtemps. Je pense que je me suis un peu mis une déterre quand même. J'ai dû l'écrire en 4 mois, je pense. Puis ChatGPT t'a aidé, donc finalement... Exactement. Non, c'est faux. Donc transition avec un S, c'est bien ça ? Transition avec un S, ouais. Ok. Et on peut trouver chez tous les meilleurs marchands de journaux, évidemment. Écoute, non. On peut le retrouver donc sur le site de Dashbook, qui est ma maison d'édition. Et moi, là, du coup, j'ai fait le tour des librairies, etc. Il y a des librairies qui vont pouvoir quelques livres. On pourra aussi le retrouver du coup à Violette & Co, qui est une librairie queer féministe, qui du coup accepte gentiment de pouvoir mettre mon livre en rayon. Je sais plus dans quel arrondissement de Paris, mais c'est dans Paris. Voilà. Donc en fait, il se passe quand même beaucoup de choses et donc les journées sont très denses. Ouais. Elles passent très rapidement. Mais c'est cool. Et t'es au four et au moulin, tu n'arrêtes pas une seule seconde. Exactement, mais j'ai toujours été comme ça, donc parce que tu vois, quand je bossais en usine, je faisais 45 heures, après je bossais mon projet artistique. En fait, j'ai toujours eu 10 000 choses à la fois. Parce que tu vois, quand j'étais en usine, je transitionnais, j'ai fait opération post-op, usine 45 heures, musique et tout. Enfin, en fait, je faisais tout à la fois. Tout. Et ça, tu dors bien ? Non. Ah, donc vraiment, petit arrêt cardiaque à 35 piges, c'est exactement. Voilà, exactement. Non, je dors très mal. Après, je fais beaucoup d'anxiété. J'ai un gros trouble anxieux. Donc, je suis sous Ritaline et antidépresseur. Et je suis de l'anxiété sociale, etc. Donc, je combats un peu ça tout le temps aussi. T'étais anxieux avant de venir ici ? J'ai toujours été anxieux, ouais. Okay. Genre... Ça va, là, je veux dire ? Là, ça va, ouais. Okay. Genre, là, ça va, parce que je me sens à l'aise et tout. Je suis bien, en vrai. Je suis bien, mais c'est vrai que j'ai tout le temps de l'anxiété. Tu vois, j'ai toujours tendance... là, je le fais moins maintenant, parce que j'essaye de me forcer aussi à pas le faire. Et avec mes médicaments, ça m'aide quand même un peu. Mais tu vois, j'ai tendance à parler avec des gens. Et tu vois, par exemple, là, je vais rentrer chez moi et je vais faire... Ah merde, putain... j'aurais pas dû dire ça, j'aurais fait ça. Enfin, tu sais, je vais me réanalyser tout ce que j'ai fait dans la matinée et tout. Donc là, j'essaie de plus trop le faire et tout en me disant qu'en fait, il faut s'en mettre les couilles. Ouais, c'est ok. Déjà parce qu'en fait, il faut arrêter de regarder son petit nombril parce qu'en fait, tout le monde regarde son propre nombril. En fait, tu vois, en réalité, on s'en fout un peu. Les gens s'en foutent des autres, quoi. Les gens s'en foutent des autres et puis je pense qu'à un moment donné, t'es en mode, en fait, t'es comme ça. Donc en fait, juste à un moment donné, apprends à accepte-toi, ouais, comme ça. Et donc j'apprends. Mais effectivement... Ouais, je dois un peu combattre un peu tous mes démons et en même temps, c'est aussi grâce à ça que je fais de la musique. Donc des fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller mieux ? Sinon, je pourrais plus faire de musique. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ok. Tu sais, des fois, je me posais la question, je suis un peu en mode, est-ce que si je vais mieux, du coup, c'est fini en fait ? Il faut les accepter et les dompter pour ensuite mettre tout ça sur papier, quoi. Ouais, des fois, je me dis, franchement, j'arrête. Parce que je veux aller mieux en fait. Enfin, tu vois, genre, c'est très bizarre, mais. Non, mais je comprends complètement. Charlie, on va arriver dans la dernière section de l'épisode. Je vais te poser la question que Dimitri, le dernier invité, m'a posée pour toi. Et après, je te demanderai je panique. de me donner ta petite question. Dimitri t'a demandé donc, si demain tu obtiens un petit virement sur ton compte bancaire de 5 millions d'euros, net d'impôts, 5 millions, ils sont à toi, t'en fais ce que tu veux, qu'est-ce qui change dans ta vie aujourd'hui ? Est-ce que tu fais encore ton métier ? Est-ce que tu lâches tout et tu pars à Ibiza pendant 2 mois ? T'en fais quoi ? Plusieurs choses. Je pense que déjà, j'arrête pas mon métier. Parce que c'est vraiment un métier passion et enfin j'ai pas vraiment l'impression de travailler là, tu vois, genre c'est juste que je le ferais d'une manière différente parce que j'aurais pu à me soucier de l'argent et je pourrais vraiment pour le coup créer avec plus de liberté, moins d'anxiété et ouais, ça sera vraiment, en fait là ça deviendrait ça serait que du kiff quoi, vraiment que du kiff, il y aurait plus d'anxiété, plus rien et tout, j'aurais plus ce truc de il faut que ça marche parce que y a l'argent, il y a machin, enfin bref, voilà, je pourrais créer des musiques, mais enfin, je sais pas, je pourrais me payer tous les réals que je veux, enfin, incroyable. Je donnerais aussi pas mal d'argent à ma famille. Ouais, je pense que je donnerais pas mal d'argent à mes sœurs, à mes parents et tout. J'aurais un peu envie, je sais pas, qu'on profite un peu tous ensemble, etc. De les régaler. De les régaler, ouais. Et puis voilà, je crois. Après, moi, je suis très carriériste entre guillemets, tu vois, genre je pense que j'aimerais en fait réinjecter tout dans mon projet artistique. Mais je sais pas, peut-être profiter un peu, peut-être partir un peu voyager, partir au Canada. Louer Bercy pendant 3 jours et pas le remplir, mais juste dire que t'as fait 3 Bercy d'affilée. Non, ouais, c'est ça. Et puis après, pouvoir donner aussi
de l'argent à des assos aussi. Euh, euh, Pas forcément que trans, mais en tout cas, moi, là, c'est ouais, il y a des assos LGBT et des assos trans où si j'avais de l'argent, j'aimerais pouvoir reverser. Ouais. Et puis à d'autres assos, etc. Enfin, en tout cas, j'espère, j'espère déjà un jour gagner cette somme. Ouais, je te le souhaite. Voilà. Et j'espère pouvoir m'en servir dans le bien. Donc toi, la question que tu as pour la prochaine invitée ou le prochain invité. Ouais, alors la prochaine question, c'est si tu devais retenir une période de ta vie, ce serait laquelle? Ok. Voilà. En bien, en mal, peu importe, elle Peu choisit. importe, elle choisit. Genre, un moment dans sa vie, Ouais. je sais pas, on a tous un moment, tu sais, on a envie de revenir à un certain moment de sa vie, j'en sais rien. Et toi, tu aurais répondu quoi à cette question? Euh, je pense que j'aurais voulu revenir à mon enfance et me dire que j'ai raison Hmm. et qu'en fait, il faut vraiment que je me croie et que j'arrête de vouloir me conformer et me dire qu'en fait, ou juste, euh, ou juste pouvoir revenir et dire t'inquiète, Ouais. ton moment arrivera. Ok. Tu vois, genre serre les dents et tout. Mais ouais, surtout peut-être me dire, ouais, ouais, soit me dire ça, soit me dire, en fait, vraiment, reste sur ta position, genre, Ça va aller. ça va aller. Ça va Et s'arranger. ce que tu ressens, c'est Normal. vrai de ouf, quoi. Ouais. Et t'es pas bizarre. Ok. Voilà. Donc peut-être calmer une certaine anxiété que tu avais déjà à l'époque et qui a pris le pas sur le reste. Ouais, je pense. Je pense, tu sais, en mode, je pense que ça pourrait éviter, ça aurait peut-être évité des traumas, des trucs. Enfin, tu sais, genre, j'en sais rien. Et en même temps, je serais pas forcément ce que je Oui. suis, tu Est-ce vois. que connaître le futur, c'est pas le modifier? Bon, voilà, il y a Ouais, ce c'est débat ça, aussi. quoi. Mais heureusement, ça n'y arrivera pas. Donc, Et on ne ouais, saura pas. effectivement. Charlie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À part, du coup, un bon pop-up le 23 mars, Ouais, un bon lancement de ton bouquin. oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur avenir? Devenir une star. Ouais. Non, Ah, quelque part, si. Enfin, ouais, c'est oui, enfin, devenir une star, non. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, oui et non. c'est Dans pas le la sens, finalité que tu c'est, souhaites, en fait, c'est pas mais ça que je veux. ouais. Tu vois, c'est ça. En Mm. fait, enfin, pour moi, si l'idée c'est juste de devenir une star, je sais pas, change de métier, frère. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Genre, ouais, ouais, je comprends. tu vois, genre, non, non, ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est que ça marche. Mm. C'est que je puisse remplir mes salles. C'est que je puisse, voilà, écrire des chansons qui touchent vraiment le plus de gens possible, de remplir l'Olympia, Oui. de gagner le victoire de la musique en révélation C'est combien de masculine. personnes l'Olympia? Je sais pas trop, c'est pas 3000, un truc comme ça. Ouais, Je peut-être. sais plus, Ça me hein. parle. C'est 2000, 3000 plages, je crois, un truc comme ça. Déjà un beau bébé, pardon. Ouais, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Et puis, bah, parce que l'Olympia, tu vois, t'as les lettres rouges, c'est quand même une salle Oui, c'est symbolique. emblématique. Ouais, c'est bien T'es en sûr. mode, t'as tous les artistes, tous les grands artistes, ils sont passés ici. C'est cool, tu vois. Et donc, ouais, ça, franchement, c'est un de mes rêves, remplir l'Olympia, plus que le Bercy, tu vois, par exemple. Mais tout le monde est comme ça. Tout le monde veut remplir l'Olympia, je trouve. Ouais. C'est fou. Parce que je trouve que dans une carrière, c'est hyper important. Le jour dans un carrière où tu remplis l'Olympia, Ouais. t'es un peu en mode, T'as passé un waouh, step, quoi. t'as passé un step. Ouais. Puis pour le coup, Bercy, c'est une grande salle, c'est froid, c'est carré, c'est juste, Ouais, tu mets du monde, quoi, et t'as une ouais. grosse scénographie. Et tu vois, moi, je préfère plus remplir plein de SMAC dans toute la France. Tu vois, des petites salles de 1500, 2000 places, tu vois, plus que les Zéniths. Oui. Et en même temps, si le jour où je remplis un Bercy ou les Zéniths, je crache pas dessus, hein, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis hyper content. Je vais pas faire mon rageux en mode non, j'ai pas envie, c'est de la merde. Non, je serais hyper content, mais c'est pas ce que je vise, en tout cas pour le moment. Moi, je vise vraiment à pouvoir déjà, voilà, remplir mes salles déjà, remplir l'Olympia et gagner ma victoire de la musique en réflexion masculine. Mais c'est très carré, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Si je gagne une autre victoire de la musique, je suis content, mais Celle-là, celle-là, elle est pas mal, quand celle-là, elle est pas mal et en fait, je sais que je la gagnerai. même. Oh là là, le bordel dans les médias après. Oh. Ouais. Un artiste Ah là. transgenre remporte de... Oh, putain, Ah, t'imagines? Non, mais en des plus, problèmes. en fait, c'est ouf parce que c'est pas un truc en mode je me la pète ou je suis un but de moi, etc. C'est ce truc de j'ai cette forte conviction Mhm. qu'au mon moment, il arrivera. Ok. Je sais pas quand, mais je sais pas. Et en même temps, je suis terrorisé et tous les jours, je me dis que ça n'arrivera pas et que je suis qu'une merde. Bien sûr. Mais j'ai quand même cette forte conviction intérieure et c'est comme quand j'avais genre 14-15 ans et j'ai dit à mes parents, mais moi, je vivrais de ma musique. Et finalement, en fait, c'est arrivé. Mhm. Et tu vois, genre, j'avais ce truc un peu en mode, je sais pas, je me dis, puis la visualisation, quoi. Et quoi, pardon? La visualisation. Oui, faut Tu se vois, projeter. visualiser, se projeter, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, vise la lune et t'atterriras dans les étoiles, Oh tu là vois. là, ce bobard, mon dieu. Putain, Le c'est vieux mec. ouf, le vieux mec, bah, à 30 ans bientôt, hein. Ouais, Voilà. on s'y fait pas. Donc voilà. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Charlie. Bah, merci à toi. C'était vraiment de la merde. Non, je déconne. On finira là-dessus.
Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, liker ou même simplement nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux. Tu retrouveras tous les liens en description. En attendant le prochain épisode, pose-toi la question. Et toi, tu vas faire quoi quand tu seras plus grand ?